bonjour à tous, bienvenue dans le ZCL. Merci d'être avec nous jusqu'à 14h15 environ. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant Madame Sandrine Faroudia. Bonjour. Bonjour, monsieur. Elle est responsable de l'antenne locale d'insertion du centre. Elle est aussi DGAI du conseil départemental. Et le thème aujourd'hui, ce sera atelier, parcours et insertion, très important pour les demandeurs d'emploi, surtout pour les jeunes. Ensuite, on aura un grand débat sur les clubs et associations du troisième âge. Quel rôle jouent ces clubs aujourd'hui avec Marie-Chantal Saint-Sauveur qui se définit comme étant militante de l'âge, Gina Nébouchon, thérapeute, aidant familiaux, association de l'Université de la Belote à Port-Louis, Marthe Pierroche, qui est du club La Rose des Aimés à Mornalo, et Alain Aporal, qui est le club La Joie de Vivre la Montagne. Tous ces gens-là sont membres de l'association de seniors, disons un peu, à quoi servent ces associations, comment elles fonctionnent avec les seniors. Et puis à la fin, nous aurons Estelle Kouézi, qui est créatrice de mode, et on va terminer avec Jean-Luc Divial. Sinon, l'actualité, on retrouve Iman News. Bonjour Iman. Bonjour Denis, bonjour à tous les téléspectateurs, auditeurs. Tout va bien? Oui, très bien, merci. Oui, vous êtes bien reposé? Oui, la semaine était reposante. Reposante? Oui. Donc, on y va au fond. Alors, passons en revue l'actualité du jour avec la lutte contre la délinquance maritime et le contrôle des bottes parties qui s'est organisé sur Pointe-à-Pitre dans le cul-de-sac marin. On continuera sur une note éco-responsable avec le festival Green Festival West Indies qui a eu lieu sur la commune du Moule. Un petit tour après au Pôle Art Fair qui s'est déroulé ce week-end. Et nous terminerons par du handball avec la finale de la Air Caraïbes Cup. Voilà pour les titres. Voilà, merci Iman, qu'on va retrouver pratiquement toutes les demi-heures pour un rappel des informations. Et là, je vous ai dit, on reçoit Sandrine Faroudia. Alors, bonjour, merci d'être avec nous. Comme chacun le dit, nous recevons quelqu'un du conseil départemental. Et cette fois-ci, on va parler des ateliers parcours insertion. Alors, comment ça s'organise au conseil ? Tout à fait. Donc, bonjour, Monsieur Sandronis. Bonjour à tous les auditeurs de Canal 10. Dans un premier temps, avant de vous parler des ateliers parcours insertion, j'aimerais quand même repréciser un petit peu le cadre des interventions du conseil départemental. Il faut savoir que dans le cadre de la prévention de la lutte contre la précarité, l'État a passé convention avec le conseil départemental pour accompagner les bénéficiaires des minima sociaux dans leur parcours d'insertion. Et donc, le conseil départemental, via sa direction générale de l'insertion, accompagne plus particulièrement les bénéficiaires du RSA. Donc, la DGAI est la direction générale adjointe de l'insertion qui accompagne les bénéficiaires du RSA. Dans ce cadre-là, oui, vous vouliez... Non, allez-y. Donc, dans ce cadre-là, cette direction a plusieurs services, dont un service qui gère plus particulièrement les ateliers parcours d'insertion que nous déclinons après sur l'ensemble du territoire. D'accord. Donc, dans le programme départemental d'insertion décline tous les ateliers, tous les dispositifs qui sont mis au service des bénéficiaires du RSA du territoire pour qu'ils puissent construire leur parcours d'insertion et pour les accompagner. Donc, les API sont une des déclinaisons, un des dispositifs de ce programme départemental d'insertion. En termes clairs, ça signifie que le RSA ne doit pas être une fin. Non, absolument pas. Le RSA n'est pas une fin. Le RSA, c'est un moment donné dans sa vie. C'est souvent une difficulté dans son parcours suite à une perte d'emploi ou quelqu'un qui n'est pas suffisamment qualifié. Et donc, le conseil départemental met tout en œuvre justement pour que ces personnes puissent être mobilisées. Alors, il y a effectivement des dispositifs d'aide à la formation, à la création d'activités. Dans le cadre des contrats aidés, il y a bon nombre de dispositifs, mais aujourd'hui, nous allons particulièrement parler des ateliers parcours insertion qui sont en fait des ateliers de remobilisation pour permettre aux bénéficiaires du RSA les plus éloignés de l'emploi, qu'ils ne se sentent pas encore prêts à aller directement vers de la recherche d'emploi, donc qui ne sont pas prêts forcément à être accompagnés par le Pôle emploi, sont accompagnés par le conseil départemental dans le cadre d'un accompagnement socio-professionnel. C'est-à-dire qu'on travaille sur les freins sociaux
pour les aider à aller vers l'insertion professionnelle. Ça touche beaucoup de gens, ce parcours? Alors, les ateliers parcours d'insertion, plus particulièrement, ont démarré en 2021. Il y a eu un premier appel d'offres, donc des associations, des structures ont été conventionnées. Nous avons eu sur l'année 2021-2022 à peu près 360 bénéficiaires du RSA qui ont pu profiter de ces ateliers. Alors, je peux peut-être rentrer un peu plus dans les détails. Vous allez dire, oui. Voilà, par rapport au déroulement des ateliers. Donc, les ateliers parcours insertion se déroulent sur une période de 3 mois. Mais comme ce sont des ateliers de remobilisation, c'est 3 fois par semaine sur les matinées uniquement. Donc, ça permet aux bénéficiaires de re-rentrer dans une dynamique, de se rendre à un lieu, de se remobiliser. Donc, pour vous donner quelques exemples, donc là, à l'écran, nous voyons l'API, l'atelier parcours insertion Aquaponie, qui a déjà permis à 2 groupes de bénéficiaires du RSA de découvrir des métiers. Alors, l'objectif, c'est toujours la remobilisation, mais nous avons des API avec différents objectifs. Ça peut être des découvertes de métiers. Donc, nous avons l'API Aquaponie, l'API Vannerie, l'API Couture. Ça peut être des ateliers de remobilisation, de gestes pour apprendre les gestes de premier secours, reprendre confiance en soi. Donc là, vous voyez l'API qui a été menée par Chem Sécurité. C'est vraiment de la remobilisation de femmes qui, pendant 3 mois, ont constitué un groupe et se sont remobilisées en travaillant sur les gestes de premier secours, mais en obtenant aussi également leur passeport de premier secours. Voilà. Et il y a là l'atelier Vannerie qui est sur Sainte-Rose, où également de nombreuses bénéficiaires ont pu s'épanouir autour d'ateliers manuels. Donc, l'objectif des ateliers, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir se remobiliser avant la recherche d'emploi. Donc là, vous voyez à l'écran Madame Romuald, qui est la directrice générale de l'insertion, Madame Domiquin, la directrice des antennes. Alors, concrètement, ça signifie que les bénéficiaires du RSA doivent s'inscrire auprès de vous, ou bien c'est vous qui allez les chercher? Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, dans les 2 sens, nous avons communiqué largement sur ces API sur le site du département. Donc, il y a une plateforme où les bénéficiaires peuvent s'inscrire directement. Ensuite, le conseil départemental accompagne une partie des bénéficiaires du RSA sur l'accompagnement socio-professionnel. Le pôle emploi également en accompagne. La mission locale en accompagne. Donc, l'unité qui centralise les demandes pour pouvoir ensuite affecter dans les différents ateliers, c'est l'antenne locale d'insertion. Donc, il y a 5 antennes locales d'insertion qui sont sur tout le département, sur tous les territoires, qui correspondent aux communautés d'agglomération. Donc, on peut facilement les retrouver sur Basse-Terre, Sainte-Rose, Morne-à-l'Eau. Nous, on est au centre, donc à Grand-Camp. Et j'ai oublié Gosier pour le territoire du sud sur Grande-Terre. Et donc, ce sont les antennes locales d'insertion qui suivent le lien entre les bénéficiaires qui souhaitent intégrer les ateliers et le prestataire. Alors, est-ce que, d'une manière générale, quand on prend quelqu'un qui est au RSA, qui sur ce parcours, il arrive à sortir, entre guillemets, du RSA et être dans l'emploi? Alors, l'objectif de l'atelier parcours insertion, c'est déjà de remobiliser. Et ensuite, notre travail d'accompagnement, c'est justement de construire ce parcours d'insertion pour permettre ensuite de suivre une formation ou de s'inscrire sur une plateforme de recherche d'emploi ou de s'inscrire à la NPE pour trouver un emploi. Donc, vous voyez, c'est vraiment un tremplin pour accéder à l'emploi. Parce que les personnes qui sont qualifiées, mobilisables, qui n'ont pas de difficultés particulières, sont accompagnées directement par le Pôle emploi. Oui. Et donc, d'une manière générale, si je comprends bien, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. À partir du moment où la personne est bénéficiaire du RSA, elle peut demander à profiter de ces ateliers en étant bien sûr accompagnée dans son parcours. Il faut savoir que depuis la loi de 2008 qui prévoit le RSA, il y a cette nécessité d'accompagner chaque bénéficiaire du RSA. Il doit contractualiser son accompagnement. Donc, il y a effectivement le droit à l'allocation, mais il y a aussi le devoir de remplir un certain nombre d'engagements et d'être accompagné
par un référent insertion. Alors, quel est le panel d'ateliers qui est proposé dans tous les domaines Alors pratiquement? justement, il y a trois grands panels, disons, découverte des métiers, remobilisation, estime de soi et des ateliers un peu plus ciblés. Donc justement, c'est l'occasion également pour moi de vous dire que le conseil départemental a lancé donc une campagne, un appel d'offres, parce que nous avons pratiquement finalisé la première campagne 2021-2022 avec quasiment 37 ateliers pour plus de 360 bénéficiaires qui en ont profité. Et là, le conseil départemental donc lance un appel d'offres pour toutes les structures qui souhaitent justement candidater dans le cadre de la mise en œuvre de ces ateliers parcours d'insertion. Et les structures proposent des activités, c'est ça? Voilà, donc il y a un cahier des charges qui est assez précis, qui définit donc les attentes en termes de contenu, en termes d'organisation, en termes de nombre de bénéficiaires, de coûts également. Et c'est la direction de l'insertion par l'emploi qui se chargera donc d'accompagner les prestataires qui souhaitent se répondre à l'appel d'offres. Donc, ils peuvent s'inscrire d'ores et déjà sur un forum qui s'appelle parcours.insertion. Démarche simplifiée, pardon. www.démarchesimplifiée.fr. C'est la plateforme d'inscription pour tous les prestataires qui veulent répondre à l'appel d'offres. Et s'ils ont besoin d'être accompagnés ou d'avoir plus d'informations par rapport au cahier des charges, la direction de l'insertion par l'économie, donc le service de Mme Magloire ou Mme Laviso, pourront leur répondre. Donc, ils peuvent également écrire un mail à parcours.insertion@cg971.fr. Donc, parcours avec s.insertion@cg971.fr. Et donc, Mme Magloire ou Mme Laviso se feront un plaisir de les accompagner dans cette procédure. Oui, et donc, je pose toujours la question quand je reçois quelqu'un du conseil départemental, qu'est-ce qui est prévu pour les gens qui habitent dans les îles? Nous avons également des ateliers sur les îles, puisque nous essayons de couvrir tous les territoires. Donc, il faudrait que ces personnes se rapprochent de leur référent insertion de leur commune. Et à ce moment-là, on leur indiquera précisément ce qu'il existe. Alors, j'ai répertorié un petit peu la liste des API. Alors, sur le territoire du sud de Grande-Terre, qui comprend Marie-Galante, oui, il y avait effectivement plusieurs API. D'accord. Alors, d'une manière générale, vous êtes en train de dire, oui, ça c'est important, on l'a dit tout à l'heure, le RSA n'est pas une fin, c'est un début. Donc, ça veut dire que les gens qui sont bénéficiaires du RSA, qui nous écoutent en ce moment, oui, doivent se dire que il faut qu'on se bouge. Ça serait bien, ils peuvent venir vers nous. Alors, nous avons la démarche de les convoquer. Oui. Les bénéficiaires du RSA qui sont orientés vers le conseil départemental sont convoqués par nos services. Oui. Donc, nous organisons des réunions d'information sur les droits et devoirs. Nous leur expliquons le principe de la contractualisation et ensuite, ils sont accompagnés par un référent. Les jeunes de moins de 26 ans qui sont bénéficiaires du RSA sont accompagnés par la mission locale. Ils ont bien identifié ce partenaire. La mission locale accompagne beaucoup de jeunes avec ses dispositifs propres. Et ensuite, les demandeurs d'emploi sont accompagnés par le Pôle emploi. Alors, ça veut dire que, en fait, les API sont liés, votre service aussi bien au Pôle emploi que à la mission locale d'insertion. C'est-à-dire que la convention est mise en œuvre par le conseil départemental, mais le bénéficiaire du RSA qui est accompagné par un autre référent unique que nous, donc par le Pôle emploi, la mission locale ou une association conventionnée, peut tout à fait y accéder. On a mis en place des fiches de liaison pour qu'ils puissent nous transmettre les candidatures et nous ne refusons aucune place à aucun bénéficiaire du RSA, tant que les ateliers ne sont pas pleins. Oui, bien sûr. Vous avez dit qu'il y a eu 300 personnes déjà qui ont bénéficié. Alors, l'objectif pour ce prochain API, c'est quoi?
Alors là, l'objectif pour les personnes qui ont bénéficié des premiers ateliers, c'est de faire un point avec le référent unique qui les accompagne, le référent en insertion. Ce sont souvent des conseillers en insertion professionnelle. Et là, ça va être de travailler la suite de parcours. Donc, c'est déjà le cas. On a des bénéficiaires du RSA qui sont rentrés en formation qualifiante parce qu'ils ont repris confiance en eux. On a des bénéficiaires du RSA qui se sont inscrits à Pôle emploi alors qu'ils ne l'avaient pas encore fait. D'autres qui ont souhaité faire un deuxième atelier parce que la formule leur a plu. Donc, nous avons des bénéficiaires qui ont suivi l'atelier avec Chem Sécurité et qui maintenant sont dans l'atelier Aquaponie, par exemple. Et donc, voilà, ce sont des suites de parcours qui sont travaillées avec le conseiller en insertion professionnelle qui les accompagne. Alors, il faut quand même rappeler ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a un appel à projet pour des structures qui auraient des propositions pouvant enrichir l'API, en fait. Exactement. Donc là, le conseil départemental a lancé son appel à projet qui a démarré donc le 9 mai 2023 et qui va se clôturer le 15 novembre 2023. Il y a, j'ai envie de dire, un périmètre d'activité à proposer. Alors, il y a effectivement des fiches qui sont assez claires dans l'appel d'offres. Donc, je les invite vraiment à se rapprocher dans l'appel à projet. Il y a 3 besoins qui émanent des besoins du territoire. Un API autour des métiers de l'artisanat et des métiers d'art. Tout à fait. Nous cherchons des prestataires sur tout ce qui est métiers porteurs, c'est-à-dire économie bleue, économie verte, numérique, permaculture, agrotransformation et tous les emplois aussi, les emplois solidaires dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et il y aura un 3e appel à projet qui est plus sur l'accompagnement des jeunes créateurs. Parce que nous avons malheureusement de nombreux créateurs d'activités qui n'arrivent pas à passer la première année d'activité. Peut-être qu'ils n'ont pas été bien accompagnés au départ. Et donc, nous cherchons également des prestataires pour accompagner ces personnes qui sont en création d'activité, mais qui sont encore bénéficiaires du RSA parce que leur activité ne génère pas de revenus. On peut être en création d'activité et bénéficier encore du RSA. Tout à fait. Sur les premiers mois, quand l'activité ne génère pas de revenus, alors il faut obligatoirement déclarer à la CAF son changement de statut comme travailleur indépendant. Ceci étant dit, ce n'est que qu'on déclare des revenus que le RSA est suspendu. C'est pour permettre aux personnes d'avoir un tremplin quand même entre le RSA et les revenus de l'activité. Mais bien sûr, c'est sous contrôle de la CAF et de notre direction. Oui, la CAF a un service spécialisé qui contrôle. Alors, je ne sais pas si on a tout vu en ce qui concerne les API et donc ces parcours d'insertion. Mais je note quand même que pour le demandeur d'emploi, c'est quelque chose d'important finalement aujourd'hui. Très important. Tout à fait. Oui. On a beaucoup de personnes qui sont restées isolées. Les 2 années de COVID ont isolé les personnes les plus fragilisées également. Beaucoup de personnes manquent tout simplement de confiance en elles, ont déjà fait beaucoup de jobs, beaucoup de petits contrats et ont du mal à se remobiliser. Donc, toutes ces personnes qui ont le désir de se remobiliser, de reprendre un parcours d'insertion, nous sommes là pour les accompagner. Nous les invitons vraiment à se rapprocher des antennes locales d'insertion de leur territoire. Et en fonction de qui est le référent, nous allons les orienter au mieux. Alors, juste un petit rappel justement des antennes du territoire. Alors, une à Basse-Terre. Donc, il y en a une à Basse-Terre qui se trouve au conseil départemental pour tout le territoire du sud Basse-Terre. Une à Sainte-Rose pour tout le territoire du nord Basse-Terre. Le centre dont je suis la responsable qui couvre le territoire de Cap-Excellence, Pointe-à-Pitre, Abîme et Bémao. Le nord Grande-Terre qui se trouve à Morne-à-l'Eau et le sud Grande-Terre qui se trouve au Gosier. Toutes les coordonnées sont sur le site du conseil départemental dans l'onglet Direction de l'insertion. Je crois, Madame Fordier, on a fait le point. Je vous remercie. Tout dit sur ça. Si vous avez raté le début, vous avez la possibilité de revoir ça sur le site de Canal 10, bien évidemment, aussi sur le site du ZCL News. Et là, vous pouvez avoir toutes les informations. On vous remercie en tout cas d'être venu pour toutes les informations essentielles pour les demandeurs d'emploi et surtout pour les gens bénéficiaires du RSA. Et donc,
plus d'infos, comme on dit, sur le site www, je crois que c'est conseil-général.fr, c'est bien ça? Parfait. Oui, voilà. Merci. 12h50, on revient rapidement à l'actualité avec ce contrôle des bateaux, ce qu'on appelle les bottes pour partie, sur la lutte de la délinquance maritime. Olivier Moradel s'est rendu sur place. C'est suite à l'arrêté préfectoral, on a mis en place des surveillances maritimes dans le grand cul-de-sac marin pour pouvoir éviter tout ce qui est boat party, rassemblement de plaisanciers, pour tout ce qui est festivités en mer. On est avec le parc marin qui est juste à côté. On est des binômes et on se répartit les zones. Aujourd'hui, on a fait Pointe de Sable, les Carrettes et cet après-midi, ce sera peut-être ailleurs, en fonction des bruits qu'on aura. On n'a pas été trop confronté au boat party, ça s'est un peu calmé suite aussi à un homicide qui s'est produit à Pointe de Sable. Donc heureusement d'ailleurs parce que c'est quand même récurrent, il y a pas mal de plaisanciers qui font la tête, qui boivent énormément et après qui se conduisent pas trop bien en mer. Donc pas mal d'accidents de VNM, les scooters de mer, de plaisanciers. Et là ça s'est vraiment calmé. Voilà, 12h51, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure pour le rappel des informations avec Human News et puis bien sûr avec nos invités. Je rappelle Alain Laporal, Francette Jean-Noël, Martine Pierroche, Gina Bouchon et bien sûr Marguerite Santal Saint-Sauveur. On va parler de l'accompagnement des seniors avec les associations qui les représentent. Tout de suite. Et voilà, on est revenu sur le plateau du ZCL News. Dans un instant, nous aurons ce débat sur Club et Association du Troisième Âge, quel rôle dans la société? Je profite pour saluer tout de suite Madame Saint-Sauveur, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Madame Desbouchons aussi, bonjour. Bonjour. Monsieur Alain Laporal, bonjour. Bonjour, monsieur. Madame Francette Jean-Noël, je vous salue. Bonjour. Et Madame Pierroche-Marthe. Bien, bonjour. Voilà, nous avons fait un petit retour sur l'actualité avec Iman News, c'est parti. Tour d'horizon, aujourd'hui sur l'actualité, nous avons parlé déjà de la lutte contre la délinquance maritime où des contrôles de boat party ont été réalisés sur Pointe-à-Pitre. Nous parlerons ensuite de la Pool Art Fair, un événement culturel qui s'est déroulé ce week-end. On parlera aussi de la Air Cup Caraïbes Cup en lien avec Didier Dinard qui entraînait l'équipe nationale de handball. Et on parle maintenant de West Indies Green Festival, ce festival éco-responsable qui permettait aux Guadeloupéens de se sensibiliser, de s'éduquer en matière de recyclage, où les maîtres mots étaient liés à l'éco-responsabilité. On voit le reportage de Olivier Moradel. Le West Indies Green Festival, c'est un festival qui a pour but de montrer les bonnes pratiques dans le secteur de l'événementiel, mais aussi de sensibiliser et d'éduquer le grand public à l'urgence écologique dans laquelle on vit actuellement. On parle surtout de beaucoup de la nourriture parce qu'en fait, c'est pas seulement ce qu'il y a dans le plat, mais ce qui contient le plat. Donc, c'est-à-dire que sur tous les restaurateurs que nous avons choisis, nous avons mis l'accent sur la provenance des produits. Donc, on parle de circuits courts, de produits de saison. Et aussi, on a fait attention au régime alimentaire. Dans ce village, on retrouve plusieurs exposants déjà qui travaillent en parfaite harmonie avec nos valeurs. Donc, par exemple, on a un Caraïbes qui font des pochettes de téléphone en PLV recyclé, donc des supports publicitaires, donc les PLV. On a McDo qui a fait une déco réutilisable et personnalisable. Donc, en fait, on a des supports qui sont presque éco-conçus, on pourrait dire, et avec un engagement fort des partenaires en lien avec notre festival. C'est très important. D'ailleurs, nous avons créé un concept qui s'appelle la Air Caraïbes Festival Tour, qui nous permet d'être présents sur tous les festivals de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Paris, de Saint-Martin. Et ça nous permet ainsi de pouvoir venir à la rencontre de nos jeunes publics et de pouvoir aussi être dans la sensibilisation. C'est ce que nous faisons sur ce festival qui a une connotation éco-responsable. Et donc, c'est d'être dans la sensibilisation de la planète. Le Green Festival, c'est un événement majeur dans la vie de la Guadeloupe de façon générale, mais aussi dans l'univers éco-responsable de l'île. Et du coup, nous, en tant qu'entreprise de l'ESS et qui proposons un service de covoiturage, donc
clairement éco-responsable, on se devait d'être sur cet événement. On met en avant des artistes émergents, on expose pas mal d'artistes. On a 14 artistes cette année, si je ne me trompe pas, qui certains exposent pour la première fois par exemple. Et donc c'est vraiment le moment de prouver qu'en Guadeloupe, il y a aussi de l'art. Il y a aussi l'accès à l'art qui est important, puisque tout le monde n'a pas l'opportunité d'aller au musée, d'aller voir des expositions, et on les ramène ici dans un village qui est gratuit. On invite les gens à découvrir le covoiturage. On a mis en place la plastique mobile que vous verrez sur les images, qui est une façon de proposer aux gens de covoiturer des personnes qui ne se connaissent pas forcément, donc ils vont se chercher parmi les festivaliers et covoiturer ensemble dans notre plastique mobile. Et du coup, ça leur montre comment le covoiturage se passe, et du coup, ça vulgarise le covoiturage auprès des festivaliers. C'est pas un festival comme les autres, franchement. On a vraiment mis un point d'honneur à recentrer l'intergénérationnel et surtout de faire en sorte que les jeunes, les moins jeunes s'y retrouvent. Et voilà, on a essayé vraiment d'ouvrir ça pour intégrer la population guadeloupéenne dans notre combat et dans notre engagement sur l'éco-responsabilité. On a une très bonne idée de ce festival. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Madame Saint-Sauveur, on aurait rassemblé ici quelques associations qui s'occupent du troisième âge, des seniors, comme on dit, puisqu'on ne parle plus de vieux en Guadeloupe ni nulle part. Et donc, il s'agit de savoir un peu, Madame Saint-Sauveur, bonjour, quel rôle ces associations ont dans la société, puisque nous sommes dans un pays qui est en train de vieillir, où il y a de plus en plus de personnes âgées. Il y a eu plein de manifestations ces derniers temps, colloques sur le bien vieillir dans les DOM, les futures assises du bien vieillir qui auront lieu bientôt. Et bien évidemment, comme chaque année à la même période, la Semaine Bleue, et peut-être même d'autres manifestations, peut-être au mois de décembre, on en parlera à l'occasion. Alors, Madame Saint-Sauveur, le contexte même de ce débat aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous donnons la parole aux clubs et associations, enfin aux représentants des clubs et associations qui sont présents sur le plateau, parce que nous les connaissons pour danser le quadrille, apprendre à danser le quadrille, participer au déjeuner dansant, aux activités après-midi récréatives. Mais les clubs et associations de personnes âgées jouent un rôle bien plus important dans la société. Ce sont des acteurs sociaux de notre territoire. Et je peux vous dire que les représentants que nous avons ici aujourd'hui ont beaucoup à dire. Donc, nous allons leur donner la parole. Tout à fait. On va commencer par Mme Biroche. Oui. Alors, à quoi sert un club dans cette société? Un club de troisième âge. C'est un lien social entre les autorités et les personnes âgées. Nous intervenons sur beaucoup de sujets. Non seulement, comme disait Mme Saint-Sauveur, nous mettons en place des activités qui leur permettent de venir au club et de ne pas s'isoler, de ne pas rester dans la solitude, mais nous œuvrons aussi pour leur permettre de rester en forme dans leur tête, bien dans leur corps, et bien dans la société, bien avec les autres. Des activités que nous mettons en place, par exemple, ils ont des activités sur la mémoire, par exemple, jouer au Scrabble au club dans l'après-midi, c'est un bon moyen de garder sa mémoire toujours en forme. Des activités physiques que nous mettons à leur disposition, malgré les faibles moyens que nous avons, et puis aussi leur permettre de s'évader, de s'épanouir, par des sorties, des rencontres avec les autres clubs. Alors, Madame Jean-Noël, j'imagine c'est à peu près le même profil, mais je vais poser une question supplémentaire. Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes de troisième âge qui viennent ou dans les associations aujourd'hui? Ben oui. Je dis d'abord merci à Madame Saint-Sauveur, parce que depuis 2002... Elle a bien mérité de son nom. Ah oui. C'est comme nous, plaisir de vivre, de Saint-François, ça va ensemble. C'est un nom qui m'a été donné par amour. Hein? Ah bon? Ça, je tiens à le préciser. Eh bien, ça sauve un peu tout. Oui. C'est ça dans notre camp. Et puis, depuis 2002, elle m'a interpellée, j'ai le courrier sous moi. Oui. Et puis, j'ai interpellé les membres, j'ai dit, voilà, telle chose, la dame m'a invité. Malheureusement, on est une association. Notre association à Saint-François, que je tiens, oui, qui a 27 ans. On a 27 ans déjà? Oui. Janvier qui vient d'écouler nous a donné 27 ans. Une association dans une commune doit animer la ville, aider les personnes qui vous tendent la main, qui viennent vers vous. Souvent, pour moi, c'est un secret de cœur. Et je le fais avec amour. Quand quelqu'un, une femme, un homme vient s'adresser à vous, il veut adhérer, souvent, il vient avec le titre d'un médecin qui lui a dit « adressez-vous ». Ils ont besoin de thérapie, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de s'épanouir, s'évader et enlever la plaie qu'ils ont.
parce qu'ils vivent dans une plaie. Et avoir un CCAS, ils ne peuvent pas entrer dans ce truc-là. Il faut que la personne vienne vers une association pour trouver un moyen d'épanouissement, de sortie, de danse, comme a dit madame, parce que chez nous, on danse, on sort, je fais des fêtes des membres, comme je viens de faire hier, je leur dis merci, je leur apporte une journée bien riche, on voyage, on leur fait une thérapie de danse, mais comme vous avez 3 heures sans la télé, sans une bouteille, on a bien la télé, mais vous ne vous retrouvez pas dans la télé. Des fois, c'est du sport, du tennis, cyclisme, politique. Ça efface pas la plaie. Vous dormez là-dedans. Venez chez nous, on va dans notre association, on échange avec les associations et les associations qui sont parmi nous aujourd'hui sur cette table, j'espère relier aussi les liens avec eux. Justement, j'allais vous poser la question, et je pose la question à M. Lapoural. Tout à l'heure, Mme Pierrot disait qu'avec les faibles moyens, est-ce que, au Lamantin, vous avez tous les moyens qu'il faut pour aider le troisième âge? Vous savez, les moyens que l'on a sont les moyens que l'on se donne. Parce que nous, dans notre association, on vit, si vous voulez, de ce que nous faisons. On n'attend pas que des subventions tombent, arrivent pour pouvoir le dépenser n'importe comment. Nous, c'est déjà tout ce que les adhérents nous donnent. Les membres bienfaiteurs qui sont des membres de l'association. Il faut dire quand même que nous avons une pratique de 44 ans. On vient de fêter nos 44 ans. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans notre association, il y a une certaine stabilité parce que tous les présidents restent au moins 20 ans. Ça veut dire qu'il y a une continuité donc, dans l'offre que nous avons et que nous donnons à nos adhérents, qu'il y a un suivi et surtout qu'il y a beaucoup d'activités. Parce que moi, je prends un cas simple, pratiquement 2 fois par mois. Nous appelons ça la marche des aînés. Nous allons faire une marche qui dure à peu près 1h30. Quand on revient à l'association, il y a des collations. Ensuite, on part s'habiller, on revient à 9h30 à peu près. Et on a tous les jeux de société qui sont mis à la disposition de nos membres. Ce qui fait que les gens qui sont chez nous, ils le disent. Et d'autres personnes viennent. Vous savez qu'on a eu le problème du Covid qui a pratiquement mis à mal toutes les associations. Mais là, nous, on a repris il y a à peu près 1 mois et demi, mais nous avons déjà des nouveaux membres. Et la preuve, nous venons de faire notre conseil d'administration, qui était auparavant de 10 personnes, et là, les membres nous ont demandé d'élargir parce qu'il y a beaucoup à faire. Et les gens veulent vraiment porter ce qu'ils ont dans le cœur pour permettre le bien-être de tous les adhérents. D'accord. Alors, Madame Nébouchon, Gina Nébouchon, vous êtes thérapeute, j'imagine que des aidants familiaux. Comment vous intervenez avec ce genre d'association? Oui, alors déjà, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir faire attention aux mots qu'on utilise, puisque souvent on entend parler de vieillesse, on entend parler de vieillissement. Donc il faudra bien comprendre que lorsque l'on vieillit, on commence à vieillir dès l'enfant, dès la naissance. C'est un processus qui est comme cela, c'est naturel. Donc on naît, certes, mais dès la naissance, on commence à vieillir jusqu'à la fin de sa vie. On meurt à 16 ans, mais en tout cas, on a vieilli. Même si on a 16 ans. Ensuite, la vieillesse, c'est tout simplement, ce sont les derniers moments, en fait, de la vie normale, si on peut dire, dès lors où on a atteint les 60-70 ans. Et deuxième chose que je voulais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, en thérapie, le mot troisième âge, je suis désolée, on n'emploie pratiquement plus. On dit également quatrième âge. Je pense que vous savez. Il y a un quatrième âge. Oui, le quatrième âge existe. Et au niveau de la protection, pour nous, reste le même parce oui, que... on est d'accord. Hein, mais en tout cas, aujourd'hui, lorsque l'on parle avec nos aînés, on doit tout de même prêter attention. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que les troisième âges, ceux qu'on a connus avant, qui sont encore et cohabitent avec les quatrième âges. Ça. Mais quatrième âge, à partir de quel âge? Mais à partir de 80. À partir de 80 ans. 80, d'accord. Voilà, donc c'est ça. Donc, je reconnais que, par exemple, dans mon cabinet, lorsque je reçois une personne qui commence, en général, lorsqu'ils vont partir à la retraite, la notion de troisième âge, la notion de... Oui, c'est ça.
ça fait écho, puisqu'ils souvent le vivent très mal. Madame a parlé de thérapie, oui, c'est vrai, la musicothérapie, elle est bonne, danser aussi, l'art-thérapie. D'autres accompagnements peuvent être possibles justement pour accompagner le 3e et 4e âge. Vous intervenez à la demande ou en proposition? Comment ça se passe? Ça dépend. Ce sont souvent des associations aussi qui font appel à moi. Et bon, nous faisons des ateliers. Ça peut être tout simplement des ateliers pour bien comprendre, par exemple, je sais pas moi, le vieillissement. Puisque pour beaucoup, partir à la retraite, on est déjà vieux. Non, au contraire. Lorsque l'on décide de partir à la retraite, puisque souvent on n'a pas le choix, et que qu'on se dit, bon, mais je veux faire quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, s'inscrire, être membre d'association, c'est un deuxième modèle, on va dire, de travail. Oui. Voilà, donc, rien n'est fini. Tout, au contraire, c'est une nouvelle vie et on apprend beaucoup au sein des associations. Je ne parle pas seulement des associations de 3e âge. Hein, je parle, par exemple, je prêche ma chapelle, je prends le cas de l'association dans laquelle, qui est l'association de l'Université de la Belote à Port-Louis. Nous accueillons toutes les générations. D'ailleurs, notre association partage le local de la Roseraie, qui est l'association du 3e âge à Port-Louis. Alors, Madame Saint-Sauveur, je vous dis encore merci. C'est ce 3e débat, je crois, qu'on fait sur... C'est le 4e. 4e déjà, le 4e débat. 4e âge, 4e débat. Bon, alors, donc, quand vous entendez un petit peu ce que disent les représentants de ces associations, et comme vous vous définissez comme militante de l'âge, est-ce que globalement, personnellement, vous êtes satisfait du travail fait en association, mais il faudrait faire un peu plus? Il faut aller plus loin et Madame Pierroche le disait déjà dans la salle d'attente et je crois qu'ils sont tous unanimes à le penser. Hein. Nous devons aller plus loin avec nos clubs et associations de personnes âgées. Nous devons entendre leur voix. Il faut que leurs paroles soient entendues parce que la politique du vieillissement qui doit être mise en œuvre, les concerne. Donc, ils ont quelque chose à dire pour eux-mêmes et pour ceux qui viendront après, pour les plus jeunes. Donc, c'est aussi pour cela qu'on est là aujourd'hui. Mais j'aimerais partager avec vous et donc vous entendre sur le commentaire que m'a fait le président de M. Laporal, qui me précise, je regarderai ce débat qui me paraît essentiel pour la survie des clubs. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il a employé le mot survie. Est-ce que ça veut dire que vous rencontrez des difficultés qui sont importantes? Madame Pierroche. Des difficultés, on en a tous les jours, dans la mesure où nous n'avons pas les moyens. Comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il nous faut des moyens pour aider les adhérents de nos clubs. Par exemple, quand les adhérents vont faire de l'aquagym, il faut payer. Et quand ils viennent voir la trésorière pour dire « ce mois-ci, je n'ai pas d'argent pour payer ma séance d'aquagym ou pour payer ma cotisation », je pense que dans ce sens-là, il faudrait que les autorités, ceux qui nous dirigent, ceux qui sont en charge des personnes âgées, puissent donner les moyens au club pour qu'on ne puisse pas parler de survivance. Parce qu'effectivement, on est en train de survivre puisqu'on n'a pas de moyens. Et nous avons été pendant 2 ans privés d'activités. Et ces activités-là nous permettaient de faire entrer des fonds dans nos caisses. Pendant 2 ans, nous n'avons pas pu travailler. Aujourd'hui, nous essayons parce que nous ne sommes pas les seuls sur le marché. Oui. Il y a d'autres associations qui ont besoin d'argent aussi. Donc, nous devons nous battre pour avoir cette substance-là pour pouvoir faire vivre les clubs. Mais vous voulez dire, je pose la question à Mme Genouette, que par rapport à ces demandes d'aide, d'accompagnement, vous n'êtes pas entendu? Non plus. Je survis avec nos propres moyens. J'organise des petites manifestations. Et tant que dans mon assurance, je déclare que dans notre association, nous faisons des foires culinaires, nous faisons des petites prestations, nous accompagnons la municipalité dans certaines manifestations. J'ai une chance pour nous, merci, dans notre commune, on a notre local, on a l'eau et l'électricité. Ah, quand même, qui est offert gracieusement. Nous aussi. Vous en avez aussi? Vous avez un local? Voilà. Le local, bon, oui. c'est pas mais mal. à disposition, c'est bien. On remercie monsieur le maire. On a ça. Oui, c'est un avantage nature qui nous donne. Je lui dis merci. Oui. Mais comme on dit les autres membres, qu'on a besoin d'aider les membres à s'évader, à sortir, avec l'augmentation du coût de la vie, eh bien, Saint-François prend un tapis de 150-200 euros.
pour le transport, Le transport. pour faire Ah oui. sortir 8 Ça personnes. coûte énormément. Et il y a des membres qui veulent et qui ne peuvent pas. Et ils ont que la cotisation de 25 € qu'ils vous donnent. Avec ça, il faut survivre. Il faut assurer. On a presque 600 et quelques euros de cotisation. Parce qu'en face, on a une petite retraite. Voilà. Il y en a qui ont 400, il y en a qui ont encore 350. Voilà. Alors, j'ai envie de vous poser une question à vous tous un peu plus générale. Dans les clubs de troisième âge, est-ce que les gens qui viennent sont uniquement des gens qui ont un revenu très bas? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas, quand même, il y a des fonctionnaires qui sont en troisième âge, il y a des directeurs de ceci ou de cela qui sont en troisième âge aussi. Ces gens-là ne viennent pas dans les associations? La différence se fait quelque part parce que chez nous, effectivement, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que des adhérents qui ont une petite retraite. D'accord. Et qui se plaignent hein, des moyens qu'ils n'ont pas pour faire ceci, pour faire cela. Hein. Parce que quand ils font tout ce qu'il y a à faire à la maison, c'est le peu qui reste, ils viennent avec. Et nous, à notre tour, nous devons les aider avec les peu de moyens que nous avons. Mais c'est vrai que la différence se fait quelque part. Oui, ça veut dire, Mme Saint-Sauveur, je vais poser la question à Mme tout à l'heure, ça veut dire qu'il faudrait des clubs de troisième âge VIP? Ça veut dire simplement qu'il faut démystifier les expressions autour du vieux, de la personne âgée, parce qu'il y en a qui sont persuadés que les clubs de troisième âge, eh ben, c'est pour les personnes qui... Oui, c'est peut-être un vieux monde, non, pas dans ça. Voilà, quoi. Il faut démystifier. C'est souvent dit. Hein. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Monsieur Laporal. Je voulais juste dire quelque chose. Selon la nomenclature de l'OMS, les gens qui ont de 60 à 75 ans, Oui. on appelle ça des jeunes seniors. De Des jeunes 75 à 90, Oui. on appelle des seniors. Et de 90 et plus, ce sont les grands seniors. D'accord. Ça, c'est la nomenclature de l'OMS. Ah non, c'est même pas un quatrième âge, ni cinquième âge. C'est ça le quatrième âge. Il y a tout ça dedans. Maintenant, à dire qu'il y a que ceci ou cela dans chaque âge, non. Dans l'association, nous avons toutes les nomenclatures. Ça veut dire de 60 départ à la retraite à peu près, jusqu'à près 90. Parce que quand on travaille dans une association, nous, on s'installe dans la durée. Ça veut dire que les gens qui entrent aujourd'hui à 75 ans, ils vont avoir 80, ils vont avoir 85 ans. Et en plus, ils vont avoir 90. Ça veut dire que ces gens-là, nous les suivons depuis leur entrée jusqu'à ce qu'ils soient incapables ou qu'ils n'aient plus la possibilité de venir, donc, si vous voulez, donc, aux activités que nous faisons. Et à ce cas-là, nous, on protège nos plus grands, ceux qui ne peuvent plus, et on organise des rencontres chez eux. On va à domicile et on va les aider. Ce sont des aides particulières à demander. On fait le maximum donc pour eux. Voilà. Mme Pierroche veut intervenir tout à l'heure. Madame disait tout à l'heure que le vieillissement commence tout après la naissance. Il faudrait aussi que les personnes âgées ne puissent pas faire du vieillissement une fatalité. Les gens croient que vieillir, c'est une fatalité, alors que ça rentre dans l'ordre des choses. On prend naissance, on grandit, on vieillit tout au long de notre vie. Mais ne sont-ils pas conditionnés? Ils sont conditionnés par le système. C'est la peur de vieillir qui a conduit à créer tous ces mots-là dont on parle. Senior, jeune senior. Voilà. Je suis vieille. C'est jeune. Je suis vieille. Je ne peux pas être vieille et jeune en même temps. Non. Je suis vieille. C'est un état d'esprit, la jeunesse. Voilà. Mais mon corps me rappelle que je vieillis. Je suis vieille. Et on ne pourra entendre la parole des vieux quand eux-mêmes, ils vont se considérer vieux et qu'ils demanderont à ceux qui les dirigent, arrêtez un moment, écoutez ce que j'ai à dire. Vous ne pouvez pas faire pour moi sans moi. Rien pour les vieux sans les vieux. Oui, je pose la question à un thérapeute. C'est le discours que vous tenez aux associations ou bien vous leur dites autre chose? Parce qu'en fait, c'est vrai ce que dit Mme Saint-Sauveur depuis quelques années. Si on dit on est vieille, après, on pas vieille. C'est négatif. C'est négatif, mais... Non, en fait, déjà, moi, j'essaie d'éviter ce mot, comme je peux. Parce que j'ai très bien compris que ça choque. Oui, j'ai très bien compris. Donc, de dire, vous restez... c'est bien de les valoriser et de dire, vous restez jeune malgré tout. Oui. Non, là, ils aiment bien ça, attention. Et j'ai eu mon défunt père, c'est pas quelqu'un qui aimait ce mot-là. Oui. Mais c'est lié à quoi, ça?
Parce C'est que... du conditionnement. Vous pensez? Oui, on a peur de vieillir, on refuse le vieillissement. Donc je ne ne suis pas vieux. Oui, mais attendez. Oui, on a peur de vieillir. La fatalité, elle est là. Pour autant, c'est pas parce que j'ai peur de vieillir que je vais tout arrêter. C'est ça le truc. Et en fait, je voulais plutôt revenir sur le comment pour que les associations demeurent et restent en vie. Alors, c'est vrai qu'il y a les politiques. Mais je sais aussi, puisque je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a aussi les privés. Et les associations, surtout, et beaucoup d'associations, et les associations du troisième âge, n'ont pas forcément les moyens de faire des dossiers ou je ne sais quoi. Puisque lorsque l'on a envie de partir en voyage et qu'il y a, je ne sais pas, 80 membres, on n'a pas les moyens, il est bon que les privés accompagnent ces associations et qu'ils comprennent qu'elles n'ont pas forcément les moyens de faire des dossiers. Puisque à chaque événement, ça permet d'être vu. À la fois les associations, mais aussi également le privé. Donc, je voulais vraiment faire cet appel-là et que ces privés comprennent qu'on a besoin de leur soutien. Il y a une question essentielle, c'est un petit peu abordée par Mme Saint-Sauveur. C'est la question du vocabulaire, bien sûr, mais c'est l'estime de soi aussi quand on est une personne âgée, ou vieux, ou senior, ou comme on veut, etc. Est-ce que c'est pas une catastrophe quand même? C'est pas une catastrophe, mais en fait, c'est l'autre qui te met dans ces conditions-là. Oui. C'est-à-dire que... Mais il faut refuser ça. Oui, Madame Biroche, tout à l'heure, monsieur Laporte. Madame Biroche. Oui, alors, par rapport à ce que vient de dire Madame, effectivement, c'est du bénévolat que nous faisons. Nous n'avons pas toujours les moyens d'avoir du personnel performant ou qui puisse nous aider dans le montage des dossiers. Et d'ailleurs, j'ai participé à une formation sur la comptabilité sur 3 jours la semaine dernière et j'ai vu qu'il y a des clubs qui ont tout, alors que nous, à la Rosée-Zénel, nous n'avons rien du tout. Et là, j'ai pu avoir des contacts, des numéros de téléphone. Je sais qu'aujourd'hui, pour que nous puissions avoir des moyens avec les privés, il faut que nous ayons quelqu'un qui puisse nous monter les dossiers. Pour avoir un réseau. Voilà. Monsieur Laporte, rapidement. Alors, je dis juste une chose. Ce qu'il faut dire, c'est que notre société est dominée par le culte de la jeunesse. Quand on regarde sur toujours les affiches, c'est des gens costauds, beaux, jeunes, etc. Donc, ça donne des complexes. Oui. Et ça crée l'isolement. C'était la première chose. Deuxièmement, on a parlé de comment aider les associations. Oui. Il y a une loi de 2003 qu'ils appellent la loi, je crois que c'est... Comment s'appelle cette loi-là encore? Bon, je vais vous donner le nom tout à l'heure, qui permet, si vous voulez, aux entreprises de mettre à disposition de leur personnel pour aider les associations, en fonction, donc, si vous voulez, de certaines compétences. Par exemple, des compétences informatiques, ça peut être toute autre chose. Oui. Mais il faut en faire la demande, il faut savoir que ça existe. Bien. Oui. Alors, on va prendre une petite pause. On se retrouve tout à l'heure pour la suite et peut-être la fin, parce il y a presque 30 minutes. Il est 13h25. Dans un petit moment, il va vous rester quelques minutes pour conclure et annoncer peut-être le 5e débat, puisque c'est que Mme Saint-Sauveur ne va pas s'arrêter là. À tout de suite. Voilà, nous sommes toujours dans le débat sur le troisième âge avec le rôle des associations. Nous avons avec nous 3 associations et une militante du troisième âge, bien sûr, ou des vieux, et puis une thérapeute. On va revenir tout à l'heure vers vous. Tout de suite, retour sur l'actualité avec Iman News. Alors, retour sur l'actualité avec le Pool Art Fair qui a eu lieu ce week-end, un salon artistique qui a pu ravir le public. 50 artistes étaient présents, engagés avec des talents confirmés comme émergents, entre ateliers pratiques, conférences, stands. Ce salon a marqué l'ensemble du monde de l'art. On voit un reportage de Vianney Valverde. C'est le grand retour en fait de la Pool Art Fair cette année parce qu'on a eu malheureusement une pause avec le temps du confinement, le temps du Covid et on avait vraiment hâte du coup de remettre ça. Donc ça y est, depuis jeudi 22, c'est le cas. On a déjà accueilli plus de près ou voire même plus d'1 millier de personnes. On est très contents, il y a beaucoup de trafic, les gens sont vraiment très curieux, sont vraiment enjoués d'être avec nous, à nos côtés, de découvrir des nouveaux artistes guadeloupéens comme des artistes étrangers.
On a notamment la Côte d'Ivoire qui est à l'honneur cette année avec le maître Frédéric Brûly-Bouabré. On a aussi le Cameroun qui est représenté, le Cap-Vert, le Sénégal. Et on est vraiment très content d'avoir cette pluralité de provenance d'artistes sur la Pôle Art Fair Guadeloupe cette année. J'ai fait la première Pôle Art Fair et donc j'en ai déjà fait, j'en suis à ma 3e. J'y suis parce que je pense qu'il faut y être. C'est un événement, c'est un grand événement pour notre pays, pour notre île. C'est à ma connaissance la seule foire d'art contemporain que nous ayons. Donc il faut y être. Je trouve que quand même Frères Indépendants fait un travail magnifique. C'est bien de montrer le talent de chacun parce que des fois on a envie de s'exprimer, on n'ose pas. Et comme pour la Pôle Art Fair, il y a des appels à des personnes, appels à artistes, on se dit pourquoi pas. Voilà, c'est une bonne expérience pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. Effectivement, cette année, on a vraiment des choses très différentes. On a des choses aussi qui sont très colorées. Et c'est vrai que je trouve personnellement, effectivement, que pour tous les artistes que je côtoie là depuis déjà 2 mois avec leur profil, leur inscription et maintenant depuis une semaine avec leur installation au Hall 4 que je suis époustouflée. Il y a vraiment de très belles choses que j'aurais aussi d'ailleurs envie d'acheter. Et ils sont vraiment tous singuliers. Chacun et chacune, ils ont vraiment apporté une patte particulière à la poule cette année. Et on en a vraiment on en a plein les yeux. Voilà, pour le faire, c'était jusqu'à hier, c'est terminé. Alors, on revient sur ce débat. Et Madame Saint-Sauveur, j'ai envie de vous poser la question, et je pose la question à l'ensemble des associations. Alors, on a vu que la question de moyens se pose. On a vu que les gens qui sont dans les associations n'ont pas toujours tous les moyens nécessaires, et ceux qui ont les moyens ne sont pas dans vos associations. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à porter au niveau des collectivités par rapport à ces associations? C'est-à-dire, est-ce que ces associations ne peuvent pas aussi, comme on dit, monter au créneau? Bon, bien sûr, on a fait ce débat aujourd'hui, mais c'est peut-être pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. Et comme je le disais tout à l'heure, faire entendre sa voix de personnes vieilles. Par exemple, moi, je suis membre d'une association nationale, qui en a eu assez d'entendre les politiques. Ce sont des vieux qui se sont mis ensemble pour constituer ce qu'on appelle le CNAV, le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, parce qu'ils considèrent que beaucoup parlent en leur nom, mais sans jamais leur avoir demandé ce qu'ils voulaient pour eux-mêmes. Donc, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Les événements à venir vous donneront l'occasion, parce qu'il est question des assises du bien vieillir à la fin du mois de septembre. La Semaine bleue, avec sa thématique Vieillir ensemble, une chance à cultiver, autant d'occasions pour créer le débat, se faire entendre. Et il faut qu'il y ait un débat public sur la question du vieillissement de la population en Guadeloupe. Madame Jean-Noël, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai dit, j'y pensais tout à l'heure, là, il serait bon qu'on fasse un petit un séminaire ou un congrès avec l'accompagnement des élus et encore surtout avec Canalus. Oui. Pour pas que ça reste un cercle vicieux, que le public et les associations sachent ce qu'on demande pour eux, ce qu'on veut pour eux, et qu'on soit représenté dans une salle avec un congrès. Oui. Avec des élus et les présidents d'associations. Monsieur Laporal, alors, moi je pose une question un petit peu plus générale. Est-ce qu'il existe en Guadeloupe une fédération des associations de personnes âgées? Je sais que ça existe, nous aussi nous en faisons partie. Oui. Mais, oui, ça existe. Mais est-ce qu'on n'entend pas? Ça fonctionne aussi, hein? Alors, j'ai tenté vainement d'inviter le président de la Fédération des personnes âgées ou un de ses représentants et je n'ai pas réussi à l'avoir, malheureusement. C'est pas qu'il a refusé? Non, je n'ai pas réussi à lui parler, à l'avoir au bout du fil. Parce qu'en fait, oui, Madame Pierrot, on sent bien que... On sait qu'il y a une échéance qui arrive 2030, on dit que la Guadeloupe sera apparemment le département où il y aura le plus de personnes âgées. Oui. Est-ce qu'il faut attendre que 2030 arrive? Est-ce que la réflexion commence dès maintenant? Mais avec qui fait-on cette réflexion? Oui. Les clubs des aînés sont là, on est là, on attend qu'on nous interpelle, qu'on nous demande de venir dire ce que nous avons. Mais est-ce que ce n'est pas l'inverse qu'il faut faire? C'est-à-dire, c'est à vous d'interpeller. S'il faut qu'on interpelle, on se mettra ensemble et on va interpeller. Bon, la raison pour laquelle aujourd'hui, je demande à madame qu'on puisse se rencontrer en dehors de cette réunion, qu'on se mette ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il est temps
qu'on se mette autour d'une table et qu'on réfléchisse sur ce que demain, parce qu'on ne va pas rester entre vieux en 2030. Ah ben, j'imagine. Et je serai à vos côtés. Ginane Mousson, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, notre association, l'Université de la Belote, justement, organisera à l'occasion de la Semaine Bleue une conférence sur le vieillissement. Oui. Et bien évidemment, nous allons nous rapprocher de toutes ces personnes, hein, et bien évidemment vous aussi, afin d'en parler, quoi. Puisque, bon, pour l'instant, on a le nom de nos futurs intervenants. Et en tout cas, il faut mettre les choses en place. Mais il est clair que nous ferons cette manifestation-là. Parce que nous avons besoin de sensibiliser. Je reviens un petit peu sur, pas un vieux débat, mais enfin une question qui a été posée tout à l'heure. Je m'adresse à Iman qui est coach et qui reçoit des gens d'une manière générale pour les accompagner. D'une manière générale, ce sont des personnes jeunes ou des personnes plus âgées, la clientèle? Alors, moi, ma clientèle est relativement jeune et c'est vrai que c'est principalement des femmes. Mais la question du vieillir, c'est quelque chose qui me concerne puisque à la base, j'ai une formation d'infirmière, donc je côtoie en fait les personnes qui sont en âge, on va dire, élevé, pas vieil âge ou pas vieille personne. Et je pense qu'il y a un vrai travail, une vraie réflexion à avoir par rapport au rôle qu'elles ont. Et c'est pas lier la vieillesse à la maladie déjà dans un premier temps. Toutes les personnes âgées ne sont pas malades. Il y en a beaucoup, de plus en plus de centenaires qui sont bien portantes et on le voit en fait dans les journaux quand on fête les personnes centenaires. Donc il n'y a pas que ça et je pense qu'elles ont un rôle essentiel à jouer dans la société qu'on a actuellement pour la transmission pour nos enfants, pour tisser du lien et donner du sens en fait. Et ça c'est hyper important. Je pense que c'est vraiment la principale clé qu'ils ont en fait les personnes âgées, c'est de scinder en fait et de cimenter en fait la société. D'autant plus qu'ils recherchent cette reconnaissance. Exactement. Ouais. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. La vieillesse, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la mort non plus. Vieillir, c'est vivre. Oui, mais je crois qu'il faut aussi ne pas négliger le volet de la loi. Comme je disais tout à l'heure, la loi Elagon a été la première loi qui a été créée pour encadrer les associations et les associations de personnes âgées en leur permettant d'avoir du personnel qualifié. Oui. Mais il n'y avait que les grosses sociétés qui pouvaient le faire. Maintenant, la loi de 2022 qui vient d'être votée en février là, va permettre à toutes les structures, y compris les EPCI, les conseils régionaux, les conseils départementaux, de mettre à disposition des associations du personnel qualifié pour faire la formation des gens qui sont dans les associations. Et moi, je dis qu'il est beaucoup plus important d'avoir du personnel qualifié qui fait de la formation, qui fait de la transmission de savoir, que d'avoir de l'argent. Et donc, il n'y a pas longtemps, ça a duré 6 mois, le gouvernement a mis en place un conseil de fonctionnaires, de gens des impôts, etc. Et ils ont fait, donc si vous voulez, ce qui va être la nouvelle loi pour encadrer les associations avec, je vous dis tout de suite, il faudra à peu près, comme le dit la loi Libault, il faudra à peu près 1 milliard par année, non, même pas 10 milliards par année, pour pouvoir, si vous voulez, encadrer ce système. Et donc, l'État a vraiment mis les petits pas dans les, comme on dit, et est prêt, donc, si vous voulez, à faire ce fonctionnement-là. Ce sera maintenant à nous, associations, à se rapprocher des gens qui ont ces compétences-là, qui ont ces possibilités, pour pouvoir leur demander, pas de leur faire en gorge, hein, pour pouvoir leur demander ce qui va être dû et ce qui a été voté pour les associations. Bien. Madame Saint-Sauveur, on va conclure. Un débat comme ça ne se termine jamais, puisque on est déjà 4e épisode et il y aura un 5e. Donc, globalement, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux associations qui ne sont pas représentées ici aujourd'hui et qui nous écoutent? Et il y a sûrement des personnes de ces associations, membres ou responsables. Quel est le message que vous avez envie de leur dire? Bien qu'ils se rapprochent de nous et puis de nous tous qui sommes là. Hein. Nous sommes de différentes communes. Et puis, qu'ils se fassent entendre, en tout cas qu'ils essayent de se faire entendre à l'occasion des événements qui vont avoir lieu, comme je disais tout à l'heure,
les assises du bien vieillir fin septembre et puis la semaine bleue, créer le débat avec... créer le débat dans leur environnement, certainement en invitant leurs élus, en invitant d'autres, voilà, se faire entendre. Et je crois que Mme Piroche a bien compris ça. Oui, puisque moi, j'ai pris rendez-vous avec le CCAS de la ville de Morne-à-l'Eau et j'ai demandé un rendez-vous au maire aussi afin de présenter nos doléances, voir est-ce que nous aurons peut-être du personnel ou bien des personnes pour nous aider, par exemple, à monter des dossiers. On l'a dit, il va y avoir des personnes. Voilà. Normalement, c'est prévu. C'est prévu par la loi, effectivement, mais la commune de Morne-à-l'Eau a mis en place une série de formations pour les associations, les dirigeants des associations. Cette série a commencé il n'y a pas longtemps. Morne-à-l'Eau et Saint-François vont se rencontrer désormais avec Lamentin. Oui, on va se rencontrer. On a toujours confusion dans nos invitations, je le dis pour le prévenir dans la tête, entre la joie de vivre et plaisir de vivre. Absolument. Souvent, le plaisir de vivre. Mais écoutez, on vous un dernier mot. Je voulais juste dire que les jeux de cartes, dont la belote constitue en tout cas une activité pour tous. Et le vendredi 7 juillet, nous invitons toute la population à nous rejoindre au tournoi de belote par équipe à Port-Louis. Bien, c'est dit, Madame Saint-Sauveur, merci pour votre 4e débat. On attend la suite. Il est déjà 13h44 avant de recevoir Estelle Coézy et Jean-Luc Divial. On retourne sur l'actualité avec Iman News. Oui, on zoom sur le handball où la finale a eu lieu ce week-end de la Air Caraïbes Cup qui s'est tenue au Palais des Sports avec Didier Dinard. On voit un reportage de Vianney Valverde et Richard Etienne. Pour moi, c'est une très grande satisfaction d'avoir pu organiser ce tournoi anti-Guyane. Parce qu'on avait des Guyanais, Martiniquais, des Guadeloupéens. Il y avait un pôle espoir qui était champion de l'IHF Trophy. Donc on a essayé de faire un brassage général pour qu'on puisse voir tous nos athlètes en fait, de la Caraïbe, plus ou moins. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques jeunes qui vont devoir être accompagnés, qui ont sollicité, mais qui se sont aussi donné les moyens d'y arriver. Et moi, j'ai beaucoup apprécié en fait le fait que ces jeunes souhaitent vraiment participer à la Air Caraïbes Cup. Donc c'était vraiment un désir de leur part et pour eux c'est une fierté. Ce qui explique que sur le côté, en fait, on avait des jeunes qui n'avaient pas été sélectionnés, mais qui étaient quand même dans la continuité du banc. Donc rien que le fait d'être autour de cette manifestation, pour eux c'est une fierté et pour moi c'est un réel plaisir. Tournoi très engagé. Le tournoi m'a permis de pouvoir voir quel est le niveau professionnel, de pouvoir affronter des personnes d'autres nations et ça m'a permis aussi de pouvoir prendre de l'expérience. Ça permet à nos jeunes de voir le niveau qui se fait à l'extérieur. On a toujours tendance à voir uniquement à la télé ou même nous au niveau coach, ça nous apporte énormément. Et je crois que, mis à part le Covid qui a pu ralentir les choses, donc Didier Dinard essaie de reprendre les choses en main de façon à ce que puissent les Guadeloupéens, les jeunes, les cadres, et que pour que le handball guadeloupéen ou même, je dirais, le handball anti-guyanais puisse aller vers l'avant. Ja sam došao ovdje sa jednom mladom ekipom. Il est venu ici surtout pour tester ses joueurs et pour préparer certains des jeunes joueurs pour l'équipe nationale A. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à un tel niveau de notre équipe. Et donc ce qu'il a fait aujourd'hui, il a déjà préparé ses joueurs pour qu'ils soient prêts à une belle opposition. Et d'autre côté, il a respecté son adversaire jusqu'au bout. Donc ils ont joué jusqu'au bout, ils ne sont jamais lâchés ce match. L'année prochaine, je suis censé partir dans un club en France qui me permettrait normalement, si Dieu le veut, d'atteindre le haut niveau. Moi, je dis toujours que la Air Caraïbes Cup, ce n'est pas 10 jours dans l'année, c'est toute l'année. C'est être à disposition de notre jeunesse guadeloupéenne, de pouvoir les accompagner, d'être un grand frère, d'être un ambassadeur, d'être un tuteur et tout simplement, en fait, en tant qu'antillais, de toute façon, on peut qu'être disponible pour eux. Voilà, 13h47, on reçoit nos deux derniers invités. Je vais parler de Estelle Coézy, bonjour. Bonjour. Créatrice de mode, et puis bien sûr, on va terminer tout à l'heure avec Jean-Luc Divial. Bonjour, Beauté, comme on dit. Voilà. Alors, Estelle, on m'a dit que depuis plusieurs temps, vous baignez dans le milieu de la couture. Votre mère faisait ses vêtements à la maison. Vous étiez toujours en train d'observer. C'est comme ça que vous avez grandi dans la mode? Exactement. Tout premier souvenir que j'ai de la mode, c'est mes 3 ans.
Et mes 3 ans. À 3 ans, oui, c'est ça. Oui. Je me souviens d'être sous la table, ma mère est en train de coudre et moi je ramasse les petits bouts de tissu, j'épingle, j'essaie, puisque j'ai pas de la dextérité, je suis un enfant de 3 ans. Oui. Et ça a continué comme ça, avec les poupées, avec les amis, et jusqu'à habiller maintenant tout le monde, enfin surtout toutes les femmes. Alors aujourd'hui, vous êtes à quel stade là maintenant? Je suis au stade où je suis déjà installée, je suis en Île-de-France et je fais des vêtements haute couture principalement, mais je fais aussi des choses qui sont beaucoup plus caribéennes, où on a la liberté du mouvement, donc il n'y a pas de choses réellement dessinées, c'est pas près du corps, puisque nous en Guadeloupe on aime bien les choses fluides pour laisser passer le vent, pour qu'on puisse se mouvoir correctement. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Déjà mon île, mes racines, donc oui. Mon île, la Guadeloupe, un peu de la Guyane, puisque ma mère vient de là-bas, et de Sainte-Lucie aussi. Mais c'est toute la sphère caribéenne. Oui. La sphère caribéenne et aussi l'ADN de l'Afrique. Alors comment on peut qualifier ce que vous faites aujourd'hui? Parce que bon, j'ai regardé un peu les images, oui. C'est un petit peu particulier. C'est particulier, mais ça dépend de mes aspirations. Ça, c'est une robe de mariée, ce qu'on Oui, voit ça, là. c'est une robe de mariée. Oui. C'est une robe de mariée qui est 100%. Pour une robe comme ça? Pour ça, il y a au moins, ne serait-ce que pour la jupe, il y a 10 mètres de soie. C'est que de la soie et tout est fait à la main. Il n'y a pas de surjet. Oui. Parce que quand la haute couture se définit par aucune utilisation de surjet, donc ce sont les finitions. Donc tout est fait avec des finitions vraiment haut de gamme et ça prend beaucoup de temps. Alors quand vous êtes comme maintenant en Guadeloupe, vous organisez quelque chose qu'on voit un peu vos créations? Alors, pas seulement à la télévision? Non, pas seulement à la télévision. Les dernières créations que j'ai faites, c'était à l'occasion du festival Terre de Blues, oui. Où j'ai fait une exposition avec Thierry Lima, où nous sommes 2 artistes dans des mondes différents, mais on s'entend parfaitement quand il s'agit d'exposer. On a eu une thématique qui est l'indigo, puisqu'il faut savoir que l'indigo de Marie-Galante est l'indigo à teneur élevée au monde. Oui, paraît-il. Oui, c'est pas paraît-il, c'est ça même. C'est ce qu'Henri-Joseph m'a dit un jour. C'est ça même. C'est l'or bleu. Voilà, on peut dire que c'est l'or bleu et c'est dommage parce que c'est pas tellement... Non seulement c'est pas trop connu et c'est pour ça qu'on fait un travail pour pouvoir faire connaître cet indigo, cette couleur. Et on a voulu donc faire cette expo pour montrer la couleur, ce qu'on fait, que ça soit en peinture, que ça soit au niveau du tissu, ce qu'on peut réaliser avec cette couleur. Ça veut dire que désormais, toutes vos créations seront marquées de l'indigo? J'aimerais bien, mais ça va se faire au fur et à mesure. Oui. Ça va se faire parce que au niveau artistique, il ne faut pas qu'on se limite. Mais il y aura des touches. Parce que de toutes les façons, maintenant, le bleu, ce n'était pas une couleur de prédilection. Mais je constate que chaque fois que l'air a en toile, il faut y blé. Il faut y blé. Ouais. Si pas blé, pas bon. Il peut être bon, mais là, il blé, mais Alors, oui, on va voir ces modèles-là. Alors, comment en France... puisque vous vivez là-bas, je comprends, votre créativité, vos créations sont appréciées, entre guillemets, par les Français? Alors, soit je fais des défilés de mode, oui, bien sûr. Des expos. Ça peut être donc en France, donc principalement sur la région parisienne ou Île-de-France. Oui. Après, j'ai fait des expos bien ailleurs, donc je me fais connaître par les expos et surtout le bouche à oreille. Oui. C'est ce qui fonctionne très bien. Et les réseaux. C'est des one-shots, c'est-à-dire c'est un modèle ou bien vous déclinez? Je fais les deux. Soit ce sont des one-shots, surtout quand ce sont des expos comme j'ai fait à Marie-Galante avec Thierry. Et sinon, ce sont des collections où donc c'est décliné à toutes les tailles, mais ce sont des choses qui restent quand même originales. Mais en Guadeloupe, c'est l'unicité. C'est un seul vêtement pour une personne parce qu'il faut que cette personne-là soit unique, soit visible, soit bien dans sa peau avec un vêtement Estelco ou autre créateur. Ça, c'est la spécificité guadeloupéenne. D'accord. Malheureusement, on ne verra pas de vos créations ces jours-ci encore en Guadeloupe, non? Pas rien de prévu avant votre départ? Non, pas avant mon départ, mais bientôt. Prochainement, je vais dire d'ici octobre ou novembre, il y a quelque chose qui se prépare. Vous reviendrez? Je reviendrai. Écoutez, on sera un plaisir de vous revoir et d'une manière générale, vos créations sont appréciées, j'imagine. Oui, elles sont appréciées. On a vu tout à l'heure une photo avec une robe bleue très grande et cette robe-là, elle a été présentée à l'occasion d'un défilé subventionné par le groupe LVMH.
Oui, donc celle-ci. Ah, bon, LVMH, dans les ça veut tout dans dire. les grandes marques maintenant, c'est ça. Bah oui, mais il faut se faire connaître partout. Et quand on a le talent, et je ne parle pas spécialement de moi, il ne faut pas hésiter à pousser les portes parce que les portes, elles sont là, il faut juste les ouvrir et avoir l'audace de les ouvrir. Au niveau Estelco, il est déjà venu une marque. Estelco Création. Estelco Création. Estelco Création qu'on peut trouver à la boutique Sans Mêlée à Pointe-à-Pitre. Oui, justement, il m'a appelé pour me dire ça. En tout cas, merci d'être venu. Je vous en prie de m'avoir reçu. Oui, même si c'est un petit peu bref, mais enfin, c'était nécessaire. Voilà, 13h53, une dernière page de pub et on se retrouve tout à l'heure avec Jolo. Avec lui, on va conclure. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tout à fait particulier. Restez avec nous. Voilà, c'est le dernier chapitre du ZCL News aujourd'hui. On va recevoir, comme d'habitude, Jean-Luc Divial. Bonjour. Bien, bonjour. Bien, bonjour. Alors, c'est une bien de les jeux de là et générique qui partit en même temps. Alors. Bien, bonjour. Alors, là, nous qui faisons des langues zadaniques, mais nous qui fouiller fond à dans mots qui plus intimes à dans langue en nous, parce qu'il y a des gens qui est toujours ni doute, mais quand même, là, qu'on voit qui gens nous qui pensé monde là, nous ici Guadeloupéens et puis d'autres côtés aussi, ou qu'on voit qui pensent gens là nous qui pensé monde là, pas jour de là arrivé. C'est des butins qu'il a depuis longtemps. Donc, nous qui parler d'un butin qui est fondamental, nous allons poser des questions là, de façon qu'il n'y a à répondre. Générique. Alors, le mot du silence, ou quand l'Égyptien ancien dit notre intime, voilà, ça qui est fondamental là dans nous. Est-ce que nous pouvons trouver expression, justement, qui peut permettre nous de dire ça, qui nous qu'a pensé monde là, même gens ancêtres en nous, depuis avant même l'Égypte qu'a fait. Alors pour ça, nous avons cherché Tala qui a raconté contre là, premier mot, et nous avons questionné. Alors, on a présenté les autres, pour ça qui pas connaître lui, Maître Fayot, l'épouse Raphaël Anne-Rose, et qui a devant en série Timoun. Mais avant, il prend il dit pas un mot, il y a un mot, il est obligé de dire. Et mot là, ça, tout le temps, il pas dit, eh bien, rien ne peut pas commencer. Et mot là, ça, c'est Tim. Tim, là, il a dit ça, ça veut dire, il a posé une question et il a attendu nos réponses. Et les réponses là, ça, c'est bois sec. Bon, mais ça a nous envie de comprendre, puisqu'il nous tout cas ça vient avec mot là, mais pour nous, ça veut dire. Et au cas où tout le temps, il pas dit mot là, ça, il ne peut pas commencer contre là pour dire c'était en temps, non. Voilà. Donc, nous allons analyser mot là, ça. Premier bitin, nous qui dit, c'est que question là pour nous, c'est savoir si estime c'est en parole fondale guadeloupéen. Alors, réponse là, c'est vous qui avez dit. Estime c'est un mot fondal guadeloupéen. On peut dire oui. Réponse là, c'est oui. Et d'autres questions qui viennent derrière. Ola, il sorti. Oui, parce que ça n'a pas tout dit servir un mot. Il faut comprendre ce qu'on a dit. Et il faut savoir il sorti. Donc, premier bitin, nous avons fait petit brin, grammaire, on dit, nous avons parlé en deux langues là. Ça nous peut dire. On voit ici que le terme repose sur une redondance. Il y a une duplication du terme tim. Ceci correspond à une loi de mutation phonétique. Elle s'observe quand certains termes des langues africaines se lexicalisent en langue gouchikam. Exemple, puisqu'il n'est pas tout seul, c'est l'habitude de nous dire. Fou, souffle, foufou, colibri. Clé, faucon, gli, faucon. Donc, K, vinongé. Les, faire. Les se mettre en action, c'est-à-dire faire. Bois, mauvais, pourri, bobo, prostitué. Bois, canidé, image, portrait. Bois, pantin. Tcha, beaucoup. Tcha, eh bien, c'est non poisson qui a vide et là, qui pêché, pas créé. D'accord? Donc, c'est une loi comme ça qui nous a constaté que les mots qui sont sortis, on parti mots qui sont sortis dans la langue africaine, mais nous, ni la petite doublée sont là. D'accord? Et nous te permettons l'autre. À présent, nous avons fait une étymologie. Et nous avons en Égypte, et nous avons revenir en Égypte. On va expliquer au Kibitin. C'est temps pour écouter, pour temps pour comprendre les bougas qu'a raconté contre là, qu'a raconté contre aïe. Pour ça, eh bien, il faut les oreilles ouvertes. Et donc, nous avons cherché à comprendre, aux affaires, tim, bois, c'est là, ça, tim, ou là, ça sortit. Donc, pour ça, eh bien, il faut nous faire une étude.
Et nous avons qui en langue égyptienne, tout ça qui a tourné alentour aux oreilles. Scribe là qui a dessiné aux oreilles pour dire écouter, ton parler dit comprendre, obéir et juger. Parce qu'il est famille au cas dit écouter sans cas dit, ça veut dire faire sans cas dit fait là. Donc obéir. Et question à juger là ça, eh bien qui explique les autres pour qui bitin au cas dit qui écouter c'est juger aussi. D'accord? Et ça son bitin qui est important pour nous permettre nous comprendre à dans quelle qualité société qui nous sortit en pays Guadeloupe. Donc, nous allons continuer. C'est ça, nous avons créé un sémantaxe qui veut dire un bitin qui a dans langue là, un loi qui a dans langue là et qui n'a pas bouger. Et ça, sémantaxe là, ça, il a depuis non, qui veut dire relation entre oreilles et tonne. Écoutez. Ici en Yoruba, il y a dit eti oreilles, igala eti oreilles et déifé eti oreilles. Mais on voit que le mot pour dire eti, et bien racine là c'est ti, et c'est même mot pour dire tonne. En abidji, ti, ton, en baoulé, ti, ton, en éotilé, te, ton. Hein? En français, entendre, oreille. Nous pouvons rallonger l'islam encore, les autres voient qui toujours dit une relation entre oreilles, ton, comprendre, écouter. D'accord? Ici, en langue igbo, il y a dit kuti, oreilles, en chabo, kiti, oreilles, en kimbi, kuti, oreilles. Ah, ça a fait nous voir qui mots là qui nous a servi là qui nous a quoi qui sont mots qui sortent dans la langue française. Eh bien non, sont mots africains. Par exemple, en Andama, il a dit dende, écoutez. Nous a dit tendez, écoutez. Pourquoi? Parce que dès là vinonté. Et regardez bien, nous a dit tendez, écoutez, tendez oreilles. En Yumbe, il a dit coutou oreilles. En Mianka, il a dit écoutez, écoutez. Et nous a dit écoutez. Écouter, entendre, comprendre, obéir, exécuter un ordre donné. Mais nous pouvons arriver à ces affaires tim là, nous avons fait l'entour, ouais. Mais nous pouvons aller petit peu loin pour comprendre origine, parce que là, on dit qu'il faut nous comprendre car tout ça qu'a caché. Eh bien, nous avons vu qu'en dinka, il y a dit chim, silence. En kiswahili, timné, silence. En bassa, lim, se taire. En béja, tim, se taire. En baoulé, ti, entendre. En éotilé, te, entendre. On n'a jamais été étalé là. Mais c'est pour permettre d'autres faire comparaison là. Et donc, on voit que tim, alentour a fait silence. P, parce que si l'on a P, c'est pour faire silence. Et nous pouvons remonter un petit peu plus loin. Car langue copte qu'a dit. Langue copte qu'a dit tem, fini. Tem, terminé. Tamo, fait moun save. Tamo, raconter, montrer. Toum, fermé. Si on bitin fini, eh bien, il arrive en bouteille. Et s'il arrive en bouteille, ben, parole là, arrive en bouteille, c'est silence. Hein? Si on bitin fini, c'est même bitin. D'accord? Mais tam, capoter même racine pour dire raconter. Donc, il faut un silence pour moun qui raconter contre là, peut parler. Quand langue égyptienne qu'a dit nous, eh bien, nous avons nous remonter encore plus loin. Il a dit Touma, nat, qui veut dire nat, tapis que l'on pose au sol, lieu de la palabre, lieu de la grande parole. Il a dit Koumaba en langue bambara, lieu où tout se raconte, lieu où l'on rend la justice. Qui veut dire ces grands hommes-là, il a semblé, il a fait parler à eux, et si on bien passé en pays là, il a pris décision à eux. Et en plus de ça, si c'est en décision à justice pour y rendre, il a coûté tout le monde. Il a coûté pour y prendre une décision. T'as là qui a dit qui fait là, faut y tendre li, et t'as là aussi qui a plein li là, faut y tendre li aussi, et donc ça veut dire qu'ils sont institutions qui comme ça. Et donc nat là même, il y a 6 ans là pour parler, pour faire la ronde, d'accord? C'est pourquoi il a dit fini, eh ben c'est même bitin. Et ici on va voir thème qui veut dire fini, bout, terminé. Et nous avons aussi toum qui veut dire fermé. Et derrière là, nous ni tim, fermer bouche, fermer la bouche. Hein? Il faut se taire pour écouter le compteur. Et grand monde t'a dit quoi si bouche. Et donc, tim, ça veut dire silence. Écouter pour tendre pour comprendre. Silence, en caille parler. Silence, en caille bas ton compte. Fermer bouche pour comprendre. Fermer bouche pour ton. Ah, il dit fermer bouche, a pas ni rien encore à dire. En cas bout de parole là pour à présent, il bout. OK. Voilà, c'est dit. Voilà, 14h08, rappel dernier, rappel des titres de retour sur l'actu avec Emmanuel, c'est fini aujourd'hui. Oui, ça veut dire
l'actualité autour de la lutte de la délinquance pour le contrôle des bottes parties. Nous nous sommes rendus après sur la commune du Moule en lien avec le festival West Indies Green Festival qui s'est déroulé ce week-end. Nous avons fait un tour sur la Pool Art Fair sur Pointe-à-Pitre qui a eu de grands échos et nous avons fait un zoom sur le handball avec la finale de la Air Cup Caraïbes. Voilà. Alors, je rappelle qu'on a reçu aujourd'hui Sandrine Faoudja, qui est responsable de l'antenne locale d'insertion, avec elle on a parlé d'aide du parcours qui sera fait pour les gens qui ont le RSA, ce qu'on appelle l'API, les ateliers pour l'insertion. Ensuite, nous avons eu ce débat sur les clubs et les associations avec Marie-Chantal Saint-Sauveur, Ginane Bouchon, Marthe Pierroche, Alain Aporel et Madame Jean-Noël. Ensemble, elles ont dit ce que servent, soit à quoi servent les associations de troisième âge. Je dis que Moula pas tellement l'embauche encore, il ne faut pas dire troisième âge, il ne faut pas crier c'est mon vieux, il faut les appeler seniors. En tout cas, on les a reçus. Ensuite, on a reçu, elle est encore avec nous, une créatrice de mode, je parlais d'Estelle Kouézi. Merci d'être venue nous présenter avec votre jolie marie-tête qu'on signale et qui a arraché la tête d'Iman. Et mais oui, Kevin a marie-tête bientôt. Oui, Kevin a marie-tête. Et puis on a reçu aussi Jolo avec lui. On a parlé du Tim Boissek. Et nous, on va dire, vous savez que le monde pas un cas et ti. Oui, mais c'est justement, c'est pour te réagir comme ça, voilà. Et puis, dis son dernier mot, ça veut dire qui bitin. Si nous dit tout ça, ça veut dire qu'il nous sortit à d'un peuple qui tenait institution politique, parlement, discussion, moun aussi qui là pour défendre moun, avocat. Et donc, nous aussi, nous tenions institution à justice en nous. Anti-réflexion pour nous, à dans période là, nous y est là, qui nous a réfléchi à si qui divine en nous, eh ben, faut nous savoir qui nous capoter en nous, en civilisation qui puissant. Et là, nous sortis. Voilà, 14h10, réalisation Jordan aujourd'hui, et puis on se retrouve demain à partir de 12h30 avec Iman News et avec nos prochains invités. Merci d'être avec nous aussi réguliers et aussi nombreux entre 12h30 et 14h tous les jours. Ciao, bye bye, à demain.